Et si du malheur que nous avons vu, de celui qui a coûté la vie à ces 34 personnes, il pouvait sortir quelque chose de bien. Comprenez-moi. Si nous pouvions donner un sens à notre réunion et à ce drame dont nous avons été témoins. L'un des nôtres tout à l'heure évoquait le fait que si aux États-Unis ou ailleurs, on voyait un film comme celui-ci dans les écrans de télévision, l'opinion publique tout entière serait indignée et s'en prendrait à ceux qui en sont responsables. Ah, responsable, ce n'est pas moi. Je n'étais pas à Ashraf. Et mon silence, il fait de moi un complice. Et j'aime à citer cet auteur français, Charles Péguy, qui disait que complice, c'est pire qu'auteur, car c'est la lâcheté par-dessus. Quelqu'un d'entre nous aussi posait la question tout à l'heure de savoir si le fait qu'il figure encore, que vous figuriez encore sur la liste des terroristes, n'était pas pour quelque chose dans ce qui s'était passé. À l'évidence, oui. Mais si le fait que ce soit passé, comme cela s'est passé, et qu'on le sache, comme vous voulez qu'on le sache, et comme vous avez raison de vouloir qu'on le sache, pouvait conduire à ce que l'on pose la question, ne sommes-nous pas complices? Œuvrons tous, devraient dire les responsables gouvernementaux, d'où que ce soit, pour que cette liste soit enfin débarrassée, pardon de ce terme, de votre présence, et que votre honneur, vous ne l'avez pas perdu, je ne vous dirai pas qu'il vous soit rendu, qu'il vous soit reconnu, tout simplement. Je pense qu'il y a donc à faire connaître ce qui s'est passé à Ashraf, première leçon à tirer de ce drame pour combattre de plus fort pour la disparition de votre nom de la liste des organisations terroristes, où que ce soit, et aux États-Unis et dans la volonté du gouvernement français. C'est le premier point, car il nous faut revenir aux choses pratiques. Et que ce soit pour donner un sens à nos réunions, que ce soit enfin une protection effective, et je reviens à Ashraf, qui s'effectue autour du camp. Elle avait été promise, elle avait été annoncée, et c'est à ce titre-là que les Américains acceptaient de se retirer. Cela n'est pas le cas. Alors, et je lis maintenant, pour m'en réjouir, un appel de certains députés français au gouvernement français. C'est le comité parlementaire pour un Iran laïque et démocratique, le vôtre, qui dénonce l'inaction de la France et de la communauté internationale face aux violentes meurtrières de l'armée irakienne, intolérable, et rappelle que les résidents d'Ashraf jouissent de la protection de la 4e Convention de Genève et les États-Unis s'étaient engagés en 2004 de les protéger en échange de la démilitarisation du camp. Et alors voilà ce qu'il faut qu'aujourd'hui nous affirmions. Il faut que les observateurs de l'ONU reviennent d'urgence dans le camp. Sinon, c'est comme si nous ne dirions rien et nous ne faisions rien. Et ainsi, les forces internationales que l'on évoquait tout à l'heure à juste titre, qui interviennent quelquefois à bon escient, les forces internationales garantiraient la sécurité des résidents d'Ashraf. Et quand j'apprends aujourd'hui que 16 Ashrafiens blessés au cours de l'attaque meurtrière du 8 avril hospitalisés à l'hôpital de Bakuba ont été arrachés de leur lit par les soldats et officiers irakiens et transférés à l'hôpital de Nouvel-Irak à Ashraf, qui est en fait un centre de torture physique et psychologique pour les Ashrafiens blessés, je me dis, est-ce que je sais bien, est-ce que je lis bien ce que je lis? Alors que là encore, et je puis vous dire que nous sommes intervenus, je suis intervenu, nous intervenons auprès des Affaires étrangères et du ministre de l'ambassadeur des droits de l'homme aux Affaires étrangères pour qu'on garantisse l'accès à l'hôpital américain à proximité pour que ces blessés-là ne connaissent pas le sort de ces 34 martyrs. Voilà aussi quelque chose qu'il faut inscrire de façon très précise
dans les résolutions qu'il faut prendre à compter d'aujourd'hui tous ensemble. Les blessés, je vous en prie, c'est chaque jour un peu plus de souffrance, un peu plus de malheur et peut-être un peu plus de mort. Cette liste est assez longue. Je les regarde, qu'ils ne soient pas morts pour rien et que leur mort qui nous réunit aujourd'hui donne vraiment un sens à nos réunions. Vous aviez raison, monsieur, de le dire tout à l'heure. Oui, nous sommes tous des Ashrafiens. C'est avec une grande amertume que je prends aujourd'hui la parole devant vous. Car ces 34 morts, je suis persuadé qu'on aurait pu les éviter. Et je vais vous donner, après avoir entendu des interventions très engagées et très justes dans leurs propos, quelques éléments pour que vous jugiez vous-même pourquoi on aurait pu empêcher ces morts-là. C'était un meurtre annoncé. Depuis un an, la population d'Ashraf est soumise au bombardement acoustique, à une torture mentale que j'avais prévenu le responsable des Nations Unies comme étant adressé à affaiblir la capacité de résistance face à une attaque qui allait venir. Au mois de février, il y a eu déjà un amorce d'attaque physique. Mais figurez-vous que jeudi dernier, à 7h45, heure de Paris, mon téléphone sonne. De l'autre côté du fil, ce sont les Nations Unies à Bagdad qui me disent que des blindés sont en train d'entrer à Ashraf par le nord, le sud, l'est et l'ouest. Les Nations Unies à Bagdad ont prévenu de 7 entrées de blindés l'ambassade des États-Unis, l'ambassade du Royaume-Uni, la délégation de l'Union européenne, les forces armées américaines, les Nations Unies à Genève, les Nations Unies à New York. Ils sont informés que la veille, le mercredi, une représentation des Nations Unies était allée à Ashraf et il avait vu chez les résidents une psychose des massacres que les Nations Unies considéraient inacceptables. Une massacre à venir. Donc, à 7h45, toutes les institutions concernées étaient prévenues que l'attaque avait en fait commencé. Et l'information que j'ai reçue à 7h45, heure de Paris, c'est que les forces armées américaines étaient déjà en place aux environs d'Ashraf en tant qu'observateurs de ce qui s'est passé à la demande des Nations Unies et prévenus par les Nations Unies. Vers 9h, vers 10h, 11h du soir, toujours de Paris, je reçois un échange de courriers électroniques entre le département d'État des États-Unis et les Nations Unies, transmettant un câble d'un général irakien dont je ne connaissais pas le nom, en disant « Prévenez l'organisation des Moudjahidines du peuple que les troupes irakiennes vont entrer dans le camp. » Donc, 11h du soir, le département d'État était prévenu de cette entrée. Le représentant des Nations Unies me dit « Je préviens tout le monde ». Il rappelle encore, secrétariat d'État, ambassade des États-Unis, ambassade du Royaume-Uni, délégation de l'Union européenne, Nations Unies siège à Genève, Nations Unies siège aux Nations Unies. Ce que je perçois, c'est qu'on se passe la balle de l'un à l'autre. Chacun regarde à l'autre pour faire quelque chose. Les Nations Unies, elles seules, par ces moyens, ne peuvent pas empêcher ce qui va être un massacre. Alors, ce que j'ai senti, c'est que les Nations Unies, les représentants des Nations Unies s'adressaient surtout
au département d'État. C'est-à-dire, on demandait une démarche diplomatique auprès des autorités de l'Irak pour un massacre qui était en train de s'avancer. À 7 h du matin, le vendredi, hors de Paris, l'information que j'ai reçue toujours des Nations Unies, c'était il y a déjà 12 morts. Vers 9 h du soir d'hier, les forces américaines se sont retirées d'Ashraf. Donc, à peu près, à l'heure où le général irakien annonçait qu'il allait entrer dans Ashraf, il l'annonçait au State Department, les forces américaines se retiraient d'Ashraf. Moi, en tant que juriste, je dois dire, et le cadre légal de ces faits-là, c'est la Convention de Genève, qu'ils ont reçus, n'est-ce pas? Ils se sont vus reconnus en juillet 2004, lorsque les États-Unis agissaient en Irak sous un mandat déjà du Conseil de sécurité. Une décision prise dans le cadre du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, donc juillet 2004, et une violation de la Convention de Genève, en termes de droit, c'est un crime de guerre. Donc c'est un crime de guerre qui a été commis à Ashraf vendredi dernier. Responsabilité directe, je crois qu'elles sont assez faciles à décerner. Je n'ai pas seulement des responsabilités directes, je laisserai à d'autres à chercher pour des responsabilités indirectes. Et je dois vous dire que ces responsabilités directes, elles sont déjà assez avancées. Quelques jours avant, il y a une Cour de justice au monde qui a accepté de faire ouvrir une recherche sur les faits qui succèdent à Ashraf depuis la première attaque en juillet 2009. Elle applique la Convention de Genève en conformité avec les engagements internationaux en signant cette convention par l'État espagnol. Elle applique également les principes du traité de Rome qui a créé la Cour pénale internationale, d'après lesquels toutes les cours d'État, n'est-ce pas, se trouvent dans une position de complémentarité par rapport à ce qui est la responsabilité de la Cour pénale internationale pour poursuivre les crimes de guerre parmi d'autres crimes. Et c'est dans cette perspective et dans ce contexte légal qu'en mars dernier, la Cour espagnole a accepté d'élargir la plainte criminelle pour des responsabilités dans les faits à Ashraf, violation, donc crime de guerre, au seuil même du bureau du Premier ministre de l'Irak. Ce sont les plus hauts responsables du comité pour la fermeture de Ashraf, qui sont sous la directe autorité du Premier ministre de l'Irak, et ces personnes ont accepté leur inculpation. C'était en mars dernier. Avec les événements de la semaine dernière, c'est bien entendu le général qui commandait ces troupes qui va se voir inculpé pour sa complicité ou sa responsabilité avec les crimes de guerre qui a eu lieu, mais c'est également le Premier ministre de l'Irak. Il est protégé par l'immunité. Cette immunité d'être Premier ministre acting, n'est-ce pas, en fonction. Et nous sommes des champs de droit et nous le respectons, cette immunité. Mais cette immunité va avoir une date limite, le jour où il ne sera plus Premier ministre. Et à ce moment-là, il devra répondre de ce qu'il a fait, de ce qu'il a ordonné et ce qu'il n'a pas fait pour éviter le massacre.